En prélude à la journée internationale des mangroves, aux journées d'action pour la mangrove célébrées pour le 26 juillet, s'organise la toute première conférence sur le fleuve Nion du 23 au 26 juillet 2024 à Mbalmayo, c'est dans la région du centre. Cette première conférence du genre sonne comme une alarme au secours d'un fleuve long de 690 km qui dessert 4 régions et pas moins de 8 départements, mais qui malheureusement se meurt du fait d'une part de l'action humaine et d'autre part du non-entretien d'une zone humide riche en apports. C'est une situation paradoxale que partagent également les mangroves, ces dernières qui forment environ 230 000 hectares selon la deuxième édition de la stratégie nationale de gestion durable des mangroves et autres écosystèmes côtiers au Cameroun. Deuxième édition de juin 2018 subissent, elles, ces mangroves, le poids d'actions nuisibles qui les dégradent considérablement. Si un plan d'aménagement et de gestion de tous ces écosystèmes est monté et est disponible, qu'est-ce qui fait problème? Comment comprendre la surexploitation des zones humides et des mangroves résolument en danger désormais? Twilight ce soir signale l'urgence d'une conservation de ces écosystèmes tant bénéfiques pour la survie de l'homme, des animaux et des plantes. Bonsoir et bienvenue. Des acteurs de premier plan engagés dans la lutte pour la préservation de l'environnement constituent la somme d'intelligence fleurie et aguerrie qui forment le panel de ce soir. Une pause et on se retrouve bien installé. Dans le panel ce soir, le professeur Bring, directeur de la conservation et de la gestion des ressources naturelles au ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Bonsoir, professeur, et bienvenue. Bonsoir, madame. Bonsoir. Sur la table du débat également ce soir, Dieudonné Xavier Ateba, directeur de l'ONG Volontariat pour l'environnement, vice-coordonnateur du réseau camerounais de conservation des écosystèmes de mangroves et des zones humides. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Merci. Vous êtes à côté de votre mbombo, comme on a l'habitude de le dire au Cameroun. Ici chez nous, dès Clermont Ateba Logo, il est forestier, directeur du Centre pour la protection de l'environnement et le développement durable. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et merci de votre invitation. Nous attendons pour compléter ce panel Jules Edan Evina, cadre communal de développement, environnementaliste en service à la commune d'arrondissement de Soa. Voilà pour le panel. Messieurs, on va tout de suite commencer par une clarification, une définition usuelle de la mangrove, professeur, et des zones humides. Bien, la mangrove fait partie des zones humides, donc définir les zones humides veut dire aussi intégrer la considération des écosystèmes de mangrove. Bon, la zone humide est une zone à écosystème spécifique qui est marquée par la présence permanente ou non de l'eau, qui fait en sorte que des spécificités se dégagent en termes de vie autour et à l'intérieur de cet écosystème-là et présente un intérêt à la fois sur le plan environnemental parce que des espèces certaines espèces ne peuvent évoluer et ne vivent peut-être que dans cet environnement-là. Et sur le plan humain, ça peut être un point d'attrait parce que ça peut constituer une source d'exploitation des ressources pour les hommes. Voilà la complexité. Mais quelle est la différence entre la mangrove et les zones humides? La mangrove est un écosystème qui se localise spécifiquement sur la côte. Donc c'est un écosystème qui se trouve à l'interface entre la terre et la mer. Donc la mangrove ne pousse que le long des côtes. Et les zones humides peuvent se retrouver dans l'espace continental, le long d'un cours d'eau, dans un lac ou une zone spécifique avec certaines
une certaine différenciation qui l'amène à la distinguer des autres zones. Mais on peut trouver des zones humides autres que dans les zones côtières. Ce serait bien d'indiquer quelques zones humides et puis aussi les zones de mangrove pour la gouverne peut-être de nos téléspectateurs. Alors, toute la côte camerounaise, je crois sur une superficie d'environ 160 000 hectares, est occupée par l'écosystème de mangrove. Donc, tout le long de la côte camerounaise, nous avons la chance que sur tous ces espaces partant du Rio del Rey jusqu'à la zone de Campo, bien sûr avec des spécificités des zones qui sont déjà un petit peu dégradées, mais toutes ces zones correspondent bien à la définition de l'écosystème des mangroves. Bon, pour parler des zones humides, on va prendre un exemple. La partie camerounaise du lac Tchad est une zone humide. Je crois la zone des Yaïré autour du parc de Ouaza est aussi identifiée comme une zone humide. Et il y a eu beaucoup d'autres zones humides qui sont dans la partie continentale du Cameroun, autre que les écosystèmes de mangroves. Parmi ces zones-là, on a bien évidemment le bassin d'Union, peut-être Dieudonné Xavier à Teba, qui vous intéresse particulièrement avec cette toute première conférence à venir. Oui, madame, je suis désolé que je voulais entendre le professeur citer parmi les zones humides, la zone humide du bassin d'Union, qui est d'une très grande importance pour le Cameroun. Quand nous savons que, je sais que le prof aime bien le kanga, et l'espèce que nous trouvons rarement en Afrique, en dehors du Cameroun. Vous voyez ici, cette zone humide s'avère disparaître aujourd'hui. C'est le Cameroun qui perd, c'est l'Afrique qui perd, c'est le monde qui perd. Et ce qui est dommage, c'est que ce grand bassin fluvial aujourd'hui est en train de disparaître devant les yeux de tous les Camerounais, des décideurs, des acteurs de la société civile. Rien n'est fait. Alors, rappelez-nous déjà en quoi est-ce que cette zone-là, cette zone humide, le bassin d'Union et toutes les autres au Cameroun, en quoi est-ce que ces zones-là sont utiles? Je vous assure que s'il faut citer ici, il y a plusieurs atouts sur le plan économique, social, économique et culturel. Mais le plus important, nous parlons aujourd'hui, par exemple, des changements climatiques. Je vais vous dire que les zones humides sont des grands puits de carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant qu'on cherche à conserver les forêts et autres, une zone humide comme le bassin d'Union devrait être l'objet même d'un chantage au niveau de l'international. C'est-à-dire que si elle s'avère disparaître aujourd'hui, c'est une perte énorme pour le Cameroun, pour le monde entier. Mais malheureusement, madame, je suis désolé de voir que quand vous parlez de la disparition, je ne sais pas si vous êtes déjà passé par Ayos pour aller à l'Est. C'est affreux. Ça fait mal. Et je dois vous dire que quand vous parlez des atouts, à l'ancienne époque, tout le monde sait que l'Oignon était navigable du Oignon jusqu'à Mbalmayo. C'est par là que les sociétés d'exploitation forestière s'installaient. Quand vous entendez les écambois, Campacage et tout ça, ainsi de suite, tout simplement parce que les billes de bois partaient du Oignon par l'eau pour arriver à Mbalmayo. Mais aujourd'hui, c'est devenu impossible. Si vous arrivez par exemple à Ayos, l'Oignon qui couvrait pratiquement un grand étendue en termes de largeur, mais aujourd'hui, je vous assure que c'est une rivière. Et c'est dommage que nous sommes là, nous voyons comment ce cours d'eau, ce fleuve est en train de disparaître, rien n'est fait. Bon, c'est pour cela que malgré tout, notre ONG s'est engagée de se mobiliser et de mobiliser toutes les parties prenantes à ce qu'on se retrouve autour de la table tel qu'il est prévu à Mbalmayo cette fin de semaine pour se poser la question, qu'est-ce qu'on fait?
On va Avant d'y continuer à arriver, garder... dès Clermont à Teba Logo, forestier, directeur du Centre pour la protection de l'environnement et le développement durable, Monsieur Ateba, Dieudonné Javier le disait, le soulignait, ces zones humides-là qui sont notamment utiles en termes de carbone, mais c'est tout? Madame, moi je vais répondre à cette question sur 3 volets. Il faudrait d'abord invoquer ici le cadre institutionnel des zones humides. Et quand on invoque le cadre institutionnel des zones humides, on fait appel à la Convention de Ramsar. Et la Convention de Ramsar définit les zones humides comme une sorte d'étendue d'eau saturée ou inondée, qui coule de manière soit temporaire, soit permanente. Et donc, vous voyez que quand on parle de ce postulat, le fleuve Nion fait partie, bien évidemment, de la Convention de Ramsar, et donc des zones humides. Et on peut distinguer comme ça plusieurs types de zones humides. Vous avez les aquifères. Il faut déjà noter qu'il y a deux grandes catégories. Il y a les zones humides intérieures, où on retrouve les aquifères, les lacs, les mangroves et autres. Et les zones humides, le professeur l'a dit, continentales. Et donc, vous voyez que le fleuve Nion fait partie intégrante de la Convention de Ramsar, pris dans ce sens-là. Et donc maintenant, revenant à votre question, il n'y a pas que le carbone. Il vous a parlé sur le plan écologique. C'est la planète, c'est l'avenir de la planète, madame. C'est-à-dire que si les zones humides disparaissent aujourd'hui, c'est l'humanité qui est en danger. Parce qu'en dehors de capter le carbone, les zones humides régulent la température. Les zones humides régulent la température. Et donc, sur le plan social aussi, les zones humides ont un apport considérable. Parce que c'est des zones qui servent sur le plan social au brassage des communautés. Et vous a parlé de la navigation qui était possible dans les années 1960 à 1980, voire 1990. On pouvait partir aisément d'Abomba jusqu'à Konolinga, jusqu'à Mbalmayo. Et ça créait un brassage de peuple. Moi, je me souviens étant petit, dans mon village, dans le village de ma maman, on partait de notre village pour aller livrer les matchs de football dans l'arrondissement d'Angossas. C'est-à-dire, vous partez de ce qui est devenu aujourd'hui l'arrondissement de Bébène, c'est-à-dire l'arrondissement d'Atok. Vous partez de cet arrondissement, vous traversez par l'Oignon, et on partait livrer les matchs de football là-bas, et ça créait, c'était un moyen de communication. Et aujourd'hui, c'est un désastre, Et sur le plan même alimentaire, c'est des zones qui alimentent des communautés. Vous avez toutes sortes de poissons, vous avez des silures et ce qu'on appelle trièvement le poisson vipère. Ça faisait que les communautés ne souffraient pas en termes d'alimentation. Vous savez que dès qu'on a seulement le complément, on va au Nion, on a notre poisson, on revient et on s'alimente. Et sur le plan aussi, sur le plan environnemental, bon, je l'ai déjà mentionné sur le plan environnemental, donc il faut prendre les zones humides sur ces 3 angles, sur l'aspect social, sur l'aspect économique, ou environnemental et écologique, parce que c'est la planète, c'est l'avenir de la planète. Et malheureusement, nous avons des larmes aux yeux quand on constate que dans les années 1960 jusqu'aux années 1990, l'Oignon était facilement navigable. Sur une superficie, ou alors sur une surface de 2800 km², vous avez à peine aujourd'hui 80 mètres, c'est-à-dire de large. Vous voyez que la navigation devient impossible. Et qui pisait sur l'influence des changements climatiques et puis de l'environnement même, vous avez une menace écologique aujourd'hui avec la jacinthe d'eau qui a carrément envahi
ce bassin fluvial. Et du coup, la navigation devient quasi impossible. Peut-être en période de crue, où les petites pirogues peuvent encore se mouvoir, mais pas pour des longues distances. Pas pour des longues distances, parce que la Jacinto a rétréci le cours du Nord. Aujourd'hui, vous arrivez au niveau du lit du fleuve, au niveau d'Abomban, vous ne pouvez même pas vous imaginer que vous êtes au niveau du lit. Or, à l'époque, nous, on était tout petits, vous ne pouvez même pas vous approcher parce que c'était vaste. Seulement l'eau noire que vous voyez, vous ne pouvez pas vous approcher. Mais aujourd'hui, vous êtes au niveau du lit, la Jacinto a envahi, vous pouvez même descendre. Et ça fait que nous avons des lames, nous qui sommes natifs de ce côté-là, et la biodiversité est menacée, les vies humaines sont menacées, la planète est menacée. Vous êtes compris, professeur Bring, directeur de la conservation et de la gestion des ressources naturelles au ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. J'aimerais que vous reveniez notamment sur l'utilité, parce que aujourd'hui on parle d'une menace de ces écosystèmes forestiers-là, notamment les mangroves et les zones humides. Mais je suis d'avis que si les populations environnantes ne comprennent pas assez en quoi est-ce que ces zones sont utiles, elles ne cesseront pas de la polluer ou de la détruire. Non, je pense qu'il faut essayer de nuancer un petit peu. Elles ne peuvent pas considérer que ces zones ne sont pas utiles. Déjà au niveau de ce que les ressources naturelles leur apportent à travers ces zones humides. Ils ont évoqué le cas des ressources halieutiques. Et puis l'eau, la proximité de l'eau génère quand même un certain nombre de fonctions dans les communautés, dans les villages. Ça, sur ce plan, on peut considérer que son utilité est bien comprise par les communautés, par les populations. Maintenant, sur le plan environnemental, il faut comprendre que la spécificité de ces zones fait en sorte qu'il y a des espèces qui ne peuvent vivre que dans cet environnement-là. Notamment? Et il y a des espèces de poissons, des espèces d'insectes, une variété d'espèces qui peuvent être dépendantes de l'existence de ces zones-là. Donc leur disparition suppose également l'anéantissement de ces espèces. Donc sur le plan de la biodiversité mondiale, ils l'ont dit tout à l'heure, ça peut être une menace qui est à prendre en compte au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on découvre de nouvelles espèces, mais on en voit d'autres disparaître par le fait de la mutation de ces milieux-là. Et sur le plan économique, on peut aller au-delà de ce qu'ils ont évoqué, mais c'est vrai qu'ils ont souligné l'aspect lié à la navigation aérienne, avec les prélèvements qui se font en ce qui concerne les ressources halieutiques, les prélèvements même pour des besoins en eau. Vous savez que une partie de l'alimentation de la zone de la ville de Mbalmayo, essentiellement, et peut-être éventuellement Yaoundé, est pompée là-bas au niveau du Nion. Donc vous imaginez l'utilité que ces zones-là peuvent... en quoi est-ce que ce fleuve peut être utile pour la... Alors, quelles sont aujourd'hui les menaces qui pèsent sur ces zones humides-là? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Tout à l'heure, quand mon ami Ateba disait qu'il observait l'acheminement du bois de la zone de Hawaï vers Mbalmayo et d'autres localités, il faut comprendre que cela se faisait à partir d'un dispositif qui pouvait engendrer des pollutions et qui progressivement, qui dit pollution, dit peut-être pour d'autres cas présence des matières organiques ou non, qui peuvent servir de déclencheur à la déstabilisation d'un cours d'eau. Bon, lorsqu'on voit qu'il y a eutrophisation, par exemple, avec la présence de matière organique, ça veut dire qu'il y a certainement une source d'écoulement. Peut-être, je ne sais pas si il y a des évacuations qui se faisaient à partir des localités aux alentours, ou peut-être du fait de l'établissement des établissements humains qui s'y fondaient avec toutes ces activités liées à l'exploitation du bois à cette époque-là.
Ça pourrait être des sources de pollution qui ont entraîné une certaine eutrophisation. Et l'eutrophisation, tout de suite, quand le milieu végétal trouve une source importante, commence à se développer. Et c'est comme cela que, par effet de temps, commence à faire remonter ou à regrouper, en quelque sorte, à entasser de la terre parce que ça devient un support pour le développement de la végétation. Et progressivement, on peut arriver à cette situation où le lit du fleuve se rétrécit. D'autres raisons peuvent également expliquer cette situation, pas seulement la pollution, une exploitation excessive des ressources. On peut voir là, peut-être partir de la pêche à la ligne, qu'on faisait, peut-être que leurs parents ou leurs ancêtres faisaient avec des prises vraiment limitées aux besoins familial, aux besoins du quotidien, à une prise orientée vers la commercialisation. Et là, on va changer le système de pêche, donc le système d'exploitation à ressources va se transformer et ça pourrait être aussi une source de déstabilisation ou de dysfonctionnement de ce fleuve-là. Donc, il faut, lorsqu'on se plaint d'une situation constatée à un niveau de dégradation déjà avancé, il faut qu'on fasse une analyse de la somme de toutes les possibilités qui sont à l'origine de cette situation-là, et ça peut nous permettre de mieux adresser les solutions pour trouver des moyens de résoudre complètement, d'affronter le problème et de le résoudre. Alors, Dieudonné Xavier Ateba, directeur de l'ONG Volontariat pour l'environnement, quelles sont les autres menaces aujourd'hui recensées dans ces zones humides? Madame, les menaces sont multiples. Effectivement, quand le directeur expliquait les causes de la situation, effectivement, j'allais dire, quand il a expliqué tout cela, je voudrais qu'on arrive, heureusement, il a chuté un peu sur cet aspect-là pour dire que, quelle que soit l'action anthropique, même si ce n'était pas la surexploitation, ce qui est sûr, c'est que quelle que soit l'action anthropique qu'on peut mener, même si elle, peut-être c'est pour cela qu'on parle de gestion durable, parce que la gestion durable tient compte du fait que, en le faisant par les humains, les conséquences négatives, comment on peut les résorber. Vous êtes déjà là dans la gestion, mais nous sommes encore au niveau de la menace. Quelles sont ces menaces-là, ces autres menaces qui pèsent notamment sur ces zones humides-là, les mangroves? Le professeur a cité la pêche qui fait problème aujourd'hui avec des méthodes qui ne sont plus conventionnelles. Quelles autres menaces? Les menaces sont multiples. Au-delà de ce qu'il a cité, nous avons des problèmes de l'applicabilité même de la réglementation. Nous voyons par exemple, il y a des textes de loi qui ont été établis, mais qui ne sont pas respectés. Notamment, quels sont ces textes-là? Prenons par exemple la pêche. Il y a par exemple le repos écologique, qui est une loi. C'est pas appliqué ou c'est pas respecté? C'est pas respecté. Voilà. C'est pas respecté. Alors, effectivement aussi, professeur, on peut parler même de l'applicabilité parce que pour qu'elle soit respectée, il faut que ceux qui sont supposés amener les populations à la respecter ne font pas leur travail. Parce que nous allons voir dans une localité où le chef de poste, le délégué de pêche, va vous dire « je n'ai pas les moyens pour aller traquer les populations ». Vous venez lui dire, on a trouvé les gens qui sont en train de déverser les polluants dans l'eau. Il va te dire qu'il n'a pas de moyens. Alors, c'est tout cet ensemble, c'est pour cela que moi j'ai sauté très vite au niveau de la gestion pour dire que aujourd'hui, il est important qu'on s'organise. Chacun vous êtes déjà dans les solutions. La part des choses. On va y arriver. Dès Clermont Ateba, forestier, directeur du Centre pour la protection de l'environnement et du développement durable. Vous, eh bien, restituez-nous de fond en comble les menaces aujourd'hui qui pèsent sur ces zones humides-là et sur les mangroves en général. Alors, madame, vous comprendrez qu'il y a plusieurs causes anthropiques. Vous avez
au niveau des mangroves, une exploitation forestière qui se passe avec l'espèce de mangrove. Quand vous allez du côté de Kribi, quand vous prenez la bande entre Kribi et Campo, vous comprenez qu'il y a une forte exploitation forestière, c'est-à-dire une forêt qui fixe, qui empêche, n'est-ce pas, à la mer d'évoluer. Et donc, vous voyez qu'il y a une forte exploitation forestière là, des espèces de mangroves, parce que la mangrove a ces espèces spécifiques qui ont un rôle écologique très très important dans la régulation même des mangroves. Alors vous allez voir que, vous allez observer qu'il y a une forte exploitation des espèces forestières dans cette bande-là, au niveau des mangroves. Maintenant, au niveau ce que moi j'observe de plus en plus au niveau d'Union, vous avez des agro-industries qui sont en train de prendre place progressivement au niveau des berges. Des berges, ce qui constitue fatalement une menace. Vous avez l'exploitation minière, notamment avec du sable, avec l'exploitation du sable. Quand vous arrivez au niveau d'Ayos, vous marquez un temps d'arrêt, vous allez bien observer que du côté droit, quand vous allez à Bomban, du côté droit, il y a une forte exploitation du sable. Contrairement un peu au côté gauche, où il y a encore un peu de l'eau, parce que les gens essayent encore de naviguer là-bas. Mais du côté droit, il y a une exploitation du sable. Donc, il y a une exploitation minière à travers le sable. Il y a il y a des champs agricoles, il y a des champs, des populations qui, n'est-ce pas, progressent de manière échelonnée, à dire, progressent vers les berges d'Union. Ce qui fait que ça déstabilise, n'est-ce pas, l'écosystème d'Union. Et donc, il y a aussi, quand vous voyez sur cet axe-là, vous allez observer un sillage en long. C'est-à-dire que dans les villages, vous allez voir des planches qui sont aux abords de la route. Ça peut être une seule planche, mais qui vous indique que derrière, là-bas, il y a un lot de planches. Cette exploitation forestière se passe où? Ça se passe aux abords du fleuve Union. Ce qui crée un déséquilibre sur le plan écologique. Et puis, vous avez les méthodes de pêche. Vous savez, les méthodes de pêche. Moi, j'ai travaillé un peu... j'ai travaillé à l'Est dans un département beaucoup plus dans la KDI. Moi, j'ai observé, il y avait une période où on dit les populations viennent au village, il y a du poisson il y a du poisson dans l'eau et tout ça. Et quand vous arrivez, vous vous rendez compte que les gens ont utilisé des produits toxiques pour faire la pêche. C'est une grosse menace. Et donc, ce n'est pas à exclure que ça crée une menace. Mais je pense que, comme l'a souligné le professeur, on a vu l'oignon se rétrécir de manière progressive. Parce que moi, je me souviens, étant encore enfant, quand je prends la jacinthe d'eau, on retrouvait la jacinthe d'eau un peu plus loin, très loin des berges, des berges d'Union. Mais elle a commencé progressivement à se répandre. Et c'était devant tout le monde. On ne se posait pas la question, qu'est-ce qui arrive? Et donc, le bassin du fleuve s'est progressivement envahi. On peut combiner toutes ces menaces-là, mais c'était devant tout le monde. Et je vais chuter quand même sur l'aspect réglementaire. Parce que quand on a quand même sur le plan des textes, ou alors sur le plan institutionnel, on a des textes qui réglementent la pêche. Quand vous arrivez parfois à Mbalmayo, vous voyez qu'il y a les gens qui ont soit Mbalmayo ou bien à Bomban, pour ne pas énerver les gens de Mbalmayo. Donc, vous voyez qu'il y a des techniques de pêche qui ne cadrent pas avec la réglementation. Et il n'y a pas des mesures
coercitives, il n'y a pas de mesures même des mesures administratives qui puissent au moins influencer ou alors inquiéter les pêcheurs. Et je ne sais pas si ces pêcheurs-là mesurent même l'ampleur des dégâts ou alors des conséquences de leurs actes. De leurs actes. Donc, je m'interroge un peu aussi sur l'action des pouvoirs publics ou alors l'action... Alors, je crois que le professeur Bring... C'est là que moi je parlais beaucoup plus de la réglementation, madame, parce qu'il y a deux choses importantes qui se posent là. Il y a d'une part les vides juridiques, il y a d'une part l'application de la réglementation. Parce que voyons ce qui se passe avec les mangroves. Vous allez certainement vous poser la question comment on parle des mangroves et les zones humides à la fois. Je vais vous dire par exemple, l'oignon se jette dans la mer et à l'embouchure, vous allez trouver une grande surface de mangroves. Donc les deux vont ensemble et vous allez aussi voir que qui est le réceptacle de tout ce que de toute la pollution à la côte continentale au niveau du bassin d'Union, c'est toujours la mer. Donc les deux vont ensemble. Mais je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous allons voir que les mangroves au Cameroun aujourd'hui, l'État a mis de l'argent, les partenaires au développement ont mis de l'argent, mais il faut voir la manière que ces mangroves sont détruits au vu et au su de tout le monde. Et peut-être même nous de la société civile qui s'investissons pour la gestion durable, parce que moi je ne veux pas parler de protection ici, parce que la gestion durable, on a parlé de l'exploitation aussi, mais il a parlé des carrières de sable, mais ce sable est utile pour nous. Mais alors, on ne peut pas interdire l'exploitation du sable, mais alors en exploitant, qu'est-ce qu'on en fait et comment ça se gère? On va donner le temps au professeur Bring de répondre à toutes ces allégations. Professeur Bring. Oui, disons que, vous savez, quand un problème d'origine environnementale ou alors qui touche à la nature survient, parfois on a de la peine à désigner le coupable. Bon, tout à l'heure, il parlait de la réglementation en termes de non-application, mais si ça existe, c'est déjà bon. Mais il faut aussi interroger l'attitude des communautés, l'attitude des populations. Elles sont responsables, par exemple, de l'envahissement de la jacinthe sur le fleuve Nion? Oui, en fait, pour le fleuve Nion, c'est la course vers la ressource. C'est-à-dire que peut-être qu'au début, il y avait peut-être une dizaine de pêcheurs. Maintenant, on a peut trouver peut-être 50 ou 60 plus, je ne sais pas. Les méthodes ont changé, les systèmes d'exploitation de la pêche, bon, ça a certainement subi des modifications. Les gens s'adaptent toujours dans la logique de pouvoir gagner davantage. Mais je voudrais, en soulignant la responsabilité humaine, évoquer le cas des écosystèmes de mangrove. Parce que tout à l'heure, on était focus sur l'oignon. Je pensais qu'on devrait terminer par là avant de discuter essentiellement sur les écosystèmes de mangroves. Vous savez, la localisation des mangroves pose déjà un problème. C'est le fait que la mangrove se trouve sur la côte, avec la possibilité qu'il y ait d'autres types d'activités que l'homme pratique. Et quand on évoque ça, tout de suite, on pense à la valorisation de la plage. C'est-à-dire les activités liées à la présence des océans, de la mer dans tous les pays, c'est similaire. Alors le premier problème, c'est les infrastructures. Aujourd'hui, on a le port de Kribi qui s'installe et qui transforme le paysage, comme vous le savez. Et ça peut continuer parce qu'on a envie de construire le pont minéralier. Peut-être d'autres, le port minéralier, je veux dire, le terminal minéralier, peut-être aussi d'autres ports, ainsi de suite. Donc ça fait que, dans ce sens-là, vous comprenez qu'il y a déjà une forte concurrence avec la nature. Et ça revient à ce qu'il a dit tout à l'heure. On devrait réfléchir sous l'angle de la durabilité. C'est-à-dire faire l'équilibre entre ce que ça nous apporte sur le plan économique et la préservation de l'environnement. Or, la durabilité voudrait dire que tous les aspects soient pris en compte. À la fois les besoins économiques, à la fois la préservation écologique, mais aussi la prise en compte de tous les aspects liés aux besoins des communautés et tout ce que cela peut supposer. Aujourd'hui, les établissements hôteliers,
établissements de tourisme se développent de plus en plus. Ça peut être un indicateur économique pris sous un autre angle. Mais si on le prend sur le plan environnemental, on comprend que c'est une menace assez forte. Et vous voyez que l'ensemble des préoccupations liées à la menace par rapport aux écosystèmes de mangrove, c'est essentiellement d'origine humaine. Tout à l'heure, il parlait de l'exutoire du lion qui se jette à la mer. Et ça draine tout ce qu'il y a comme pollution tout le long de son écoulement pour se retrouver dans les écosystèmes de mangrove. Tout ça, c'est dû à des effets humains, c'est dû à l'homme. Professeur, ça dit que la réglementation n'est pas assez corsée pour empêcher toutes ces interactions humaines. Vraiment, je crois que nous sommes sur le plan environnemental le pays qui a le plus de règles mises en place. Nous avons respecté autant que possible toutes les conditions de nos engagements à l'international. Nous avons développé des stratégies, nous avons développé des plans d'action, nous avons mis en place des cadres réglementaires. Il est vrai que la loi cadre dure déjà depuis quelques années, mais nous nous réjouissons aussi du fait que le processus de la révision de la loi cadre est en cours. Mais je pense que nous comprenons très bien quel est le problème, nous savons comment agir. Donc maintenant, c'est un choix qui n'est pas seulement limité au niveau du secteur de l'environnement. C'est un tout en fait. Quand on parle de l'économie aujourd'hui, on tient compte de tous ces aspects. Il peut arriver qu'on fasse un choix tel qu'on se dise que, mais écoutez, on va mettre l'environnement au second plan. On a des problèmes plus urgents à résoudre, on a des populations à nourrir. On peut donner des orientations telles que ces choix-là, bien que ce soit douloureux, soit des choix que l'État peut assumer, mais il faut noter que l'environnement peut en payer le prix fort. Kribi, il y a 10 ans, n'est pas Kribi que nous voyons aujourd'hui. Et j'imagine que d'ici 5 ans, 10 ans, l'impact, la trace même de l'implantation de ces établissements de tourisme se fera encore de plus en plus visible, et on peut se retrouver à une situation où la mangrove étant seulement menacée par le besoin en bois de mangrove qui était limité même à la pêcherie uniquement. C'est-à-dire qu'on fumait que certains types de poissons, on fumait certains types de poissons qu'avec le bois de mangrove pour sa saveur. Bon, progressivement, je crois que les organisations ont essayé de réfléchir et trouver des palliatifs pour permettre qu'on puisse passer de la recherche de cette saveur à partir du bois de mangrove à autre chose. Donc, mais voilà, le constat, c'est que c'est une combinaison. Mais vous avez été interpellé par monsieur Ateba Dieudonné Xavier, notamment sur une question, celle de l'application des lois existantes, notamment en ce qui concerne la pêche. Oui. Est-ce que les populations sont assez édifiées? Prenons seulement le principe du repos biologique. Pour la population, toute décision venant de l'État, comme on le dit souvent, tout acte gouvernemental peut être une contrainte qu'il faut contourner. Parlons du repos biologique. Il y a les populations qui sollicitent toujours de plus en plus le poisson dans les marchés, dans les étals. Les pêcheurs qui vont un peu toujours de plus en plus loin pour avoir du poisson et satisfaire les besoins des communautés ou des communautés populations. Et de l'autre, les services en charge de l'élevage qui doivent réfléchir à la régulation. Pendant les repos biologiques, à tous les niveaux, chacun pense que c'est une sanction. Les pêcheurs pensent que c'est une sanction, les communautés, parce qu'il y aura peut-être une inflation sur le marché du fait de la rareté du poisson, peuvent aussi considérer que c'est une contrainte qui est peut-être imposée par l'État. Bon, mais et lui, le service de l'élevage, le responsable du service de l'élevage, lui, il a la responsabilité d'assurer la pérennité de la présence du poisson. Considérer ça comme une punition, mais voudrait peut-être dire qu'ils n'ont pas suffisamment intégré la logique de la durabilité que mon ami Ateba était en train de vous dire. Peut-être qu'ils n'en sont pas assez conscients, ces populations-là. Je crois qu'ils sont conscients. C'est peut-être dû à la pression du besoin lié peut-être, parce que c'est des filières qui se créent, qui se construisent. C'est des filières. Une source prélevée à un endroit précis peut-être peut avoir des effets en termes de consommation sur une distance assez longue. Or, vu comme ça, on considère que c'est une filière qui génère beaucoup en termes de retombées économiques. Et forcément, il y aura un dysfonctionnement à la fois dans le respect des normes liées à la régulation pour le cas d'espèces au repos biologique, et d'autre côté, les difficultés liées aux représentants de l'administration qui aura de la peine à appliquer ces règles. Mais si on dit que c'est la période de repos biologique, il est interdit de pêcher,
bon, ça interpelle aussi le comportement des hommes. Vous dites que, bon, ben, changeons d'activité pendant 2 mois ou 3 mois et nous reviendrons avec des ressources qui seront en abondance et puis les affaires peuvent reprendre. C'est ça la difficulté, véritablement. S'ils ne peuvent pas s'arrêter d'eux-mêmes, il faut bien les interpeller. Il faut les interpeller et vous savez très bien que à chaque fois qu'il y a eu une action assez forte de la part des représentants du gouvernement par rapport à cette question d'apporter vers la ressource, il y a toujours eu des problèmes. Bon, je ne parle pas en termes d'intervention, tout, mais je crois qu'à chaque fois, on choisit la voie de l'accalmie, parfois de la tolérance administrative. C'est pas une faiblesse, c'est juste pour essayer de teindre un feu, mais le plus souvent d'ailleurs, l'État se reprend en main et trouve une solution ou alors une voie qui serait moins contraignante en amenant cette communauté-là à être mieux sensibilisée sur les enjeux. Mais madame, il y a quelque chose d'important sur ce que nous parlons là. Moi, je pense que le problème doit être ailleurs sur 2 points. Le premier, c'est que j'ai l'impression, j'ai l'impression, que dans notre pays, lorsqu'il y a une loi, comme on dit que nul n'est censé ignorer la loi, dès qu'on l'a sortie, bon, tout le monde, même le villageois, le pêcheur qui ne peut même pas lire cette loi, qui n'a même pas tous les instruments de communication possibles pour être informé, on lui dit tu maîtrises la loi. J'ai l'impression que dans notre pays, dès qu'on a décidé de quelque chose, on applique et tant pis sur les faits. Est-ce que les populations sont suffisamment sensibilisées, suffisamment informées sur la problématique et les démarches? Réponse vous sera donnée sur ce plateau dans quelques instants. C'est l'heure du journal sur CRTV News. Mesdames, Messieurs, Twilight se poursuit juste après. Et dans Evina, cadre communal de développement, environnementaliste par ailleurs. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, monsieur. Bonsoir, Madame Carlo. Alors, il a été donné sur ce plateau plusieurs menaces de ces zones humides-là et mangroves. Je vous cite, restitue quelques-unes d'ailleurs. Exploitation des sables et graviers due à l'urbanisation galopante, des coupes de palétuviers, l'utilisation de produits chimiques pour la pêche, l'agriculture de subsistance, des coupures de racines de palétuviers pour la cueillette des huîtres, entre autres. Alors, vous êtes notamment cadre communal de développement, environnementaliste par ailleurs. Dites-nous, à quel niveau les communes doivent intervenir pour apporter des solutions? Ok, merci Carlotte, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je remercie également les organisateurs de cette émission. Alors, par rapport à votre question, ce que je peux dire, c'est que les communes ont tout intérêt à intervenir en s'inscrivant dans la logique de l'intercommunalité. Parce que, vous voyez, lorsqu'il y a l'implication des problématiques mondiales, il est très difficile d'aller en rang dispersé. Donc, de mon point de vue, il faut que les communes y aillent en s'inscrivant dans la logique de l'intercommunalité. C'est-à-dire, elles doivent s'associer, les CTD doivent s'associer pour essayer de tacler cette problématique, cette menace qui plombe, n'est-ce pas, l'évolution des mangroves et des zones humides. Monsieur le directeur. Disons que on peut mettre ça à plusieurs niveaux. Je prends le cas de la vallée du Nion. Je crois que le ministère de l'Environnement avait initié dans le cadre de l'appui à l'accompagnement des activités du projet Ramsar à travers le point focal zone humide, avait déclenché un processus d'appui aux communes en termes de transfert de ressources dans le cadre de la décentralisation. Et on est parti d'abord de la cartographie des problèmes dans plusieurs communes. Donc la commune de Mbalmayo, on est allé jusqu'à la Darak, à l'extrême nord dans le lac Tchad.
la commune de Ngon, dans le nord, et au niveau du Vouri avec 2-3 communes, suivant la période qui avait été déterminée. Et notre préoccupation était axée sur les espèces envahissantes et la jacinthe d'eau. Après avoir défini le problème, après avoir fait la cartographie, nous sommes passés à la sensibilisation des communautés et nous avons identifié le moyen par lequel on pouvait résoudre le problème. Oui. Donc on a opté pour la lutte mécanique et on a mis le matériel à la disposition de ces communes-là. Dans d'autres communes, on est même allé jusqu'à la valorisation de cette jacinthe d'eau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on libère le plan d'eau de cette jacinthe d'eau, la matière végétale qui est recueillie pouvait donner lieu, selon les moyens qu'on avait identifiés, à une transformation. Et c'est comme ça que des communautés ont adopté la fabrication du papier, des meubles, des sacs à base des feuilles de jacinthe d'eau. Nous sommes allés un petit peu plus loin. On a, pour certaines communes, donné le matériel de navigation pour mieux se mouvoir sur ces plans d'eau. Et actuellement, nous sommes en attente de mise à la disposition de la commune de Ngon et je crois au niveau du lac Ossa, pour lesquels il y a également un envahissement par rapport à l'espèce voilà, c'est-à-dire pour la préservation du lamentin, tout à fait. Donc on a mis un dispositif un peu plus grand pour se mouvoir sur l'eau, pour permettre à la commune d'organiser la libération des plans d'eau. Bon, la même approche a été observée au niveau des écosystèmes de mangroves, donc au niveau de la zone côtière. Nous sommes passés par une intervention directe, c'est-à-dire l'État, à travers le ministère de l'Environnement, avait mis en place un projet, le projet mangrove, pour tester quelques initiatives identifiées comme des solutions qui pouvaient répondre à cette préoccupation-là. Et il était question qu'on replante les zones dégradées. En replantant avec les propagules, on a essayé de reconstituer certaines zones dégradées. Et là, la source du problème était identifiée à partir de l'exploitation du bois de mangrove pour le fumage du poisson. On s'est donc dit qu'on agit à deux niveaux. En replantant, pour restaurer les écosystèmes de mangrove, et en agissant sur les besoins liés au bois de mangrove. Et c'est pour cette raison que nous avons donc accompagné les communautés à fabriquer des fumoirs améliorés pour leur permettre de consommer la stricte quantité nécessaire du bois de mangrove pour fumer leurs poissons. On a complété avec la sensibilisation. Et vous avez évoqué ça tout à l'heure. Effectivement, on fait de la sensibilisation. Nous avons touché les communautés, les groupes de pêcheurs, l'organisation des femmes dédiées uniquement au fumage de poissons. Donc on a touché tous les secteurs productifs qui, d'une manière ou d'une autre, étaient impliqués ou identifiés comme à l'origine de la dégradation de ces écosystèmes-là. Heureusement que cela a permis qu'il y ait un déclenchement. Les organisations de la société civile ont pris le relais. Ouais. Et les organisations internationales également. C'est pour ça qu'il y a eu par la suite un projet FAO dédié uniquement aux écosystèmes de mangroves qui a travaillé avec toutes les organisations de la société civile implantées ou intervenant dans ces zones-là et qui ont permis donc de dupliquer, d'aller un petit peu plus loin par rapport au projet pilote que l'État avait mis en place. Aujourd'hui, comme solution, au-delà de la restauration, on a identifié des partenaires, en fait des investisseurs sont arrivés qu'on considère comme des partenaires qui voudraient procéder à la restauration des écosystèmes de mangroves, assurer une conservation durable et permettre la génération de crédit carbone à travers la séquestration que les mangroves pouvaient, l'écosystème de mangroves pouvait constituer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la partie aérienne de la mangrove séquestre le carbone, mais il a été démontré que c'est la partie souterraine, donc l'ensemble de la partie souterraine de cet écosystème stocke un peu plus de mangrove que la partie aérienne. Donc, faire la restauration pour avoir une bonne assise des paléotiviers dans le sol et assurer la stabilité de ce sol-là à terme à travers la conservation. On s'est rendu compte que ça pouvait donc générer beaucoup de carbone. Et à ce moment-là,
on restaure l'environnement et éventuellement on pourra générer des ressources. Alors, Dieudonné Xavier Ateba, face à toutes ces solutions, notamment présentées par le directeur de la conservation et de la gestion des ressources naturelles au ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, vous pensez que c'est suffisant pour notamment juguler les menaces qui pèsent sur ces mangroves et ces zones humides au Cameroun? Je pense que Monsieur Jules-Edan l'a si bien noté. On n'a plus beaucoup de temps. Il y a un besoin d'une action collective avec toutes les parties prenantes. Mm-hmm. Il a parlé de l'intercommunalité. Je vous prends un exemple, madame. Le président du conseil régional du centre, dont nous connaissons, a trouvé un financement pour l'assainissement d'union entre Ayos et Ayos à Konulinga. Imaginez-vous, si on assainit l'oignon à ce niveau, ça veut dire que à la limite avec Atok, ça va s'affaisser pour conserver une bonne quantité d'eau qui va permettre la navigation, ainsi de suite. Mais toute la pollution, la partie nord, qui est d'Abomban, ainsi de suite, si la même action n'est pas faite, c'est un travail de cochon. Donc nous comprenons qu'il y a un travail de complémentarité. Et il y a donc les collectivités territoriales. Et il y a également, monsieur le directeur vient de le citer, l'action des organisations de développement local n'est pas à négliger. Même comme parfois l'État a tendance à penser que ces organisations-là sont là pour tirer sur l'État, ainsi de suite. Non, nous sommes des partenaires de l'État, beaucoup plus même des volontaires. Donc je dis, pour les mangroves et la côte continentale et la côte maritime, dont l'Union se retrouve avec les deux écosystèmes, l'occasion de la conférence qui va se tenir cette fin de semaine en Balmayo est donnée pour que toutes les parties prenantes, l'État, les bailleurs de fonds, la société civile et les populations locales, sans oublier les chefs traditionnels qui ont un rôle très important, parce que lorsqu'un chef parle chez lui, c'est le président de la République qui parle. Déclarons Ateba Logo comme solution. Comme solution, moi, très rapidement, on est à la fin de l'émission. Comme solution, moi, j'ai quatre comme ça. Il faut une gestion intégrée des ressources en eau. Oui. C'est-à-dire qu'il faut impliquer tous les acteurs, les politiques, les CTD, les communautés, chacun ayant une responsabilité. Parce qu'on est à l'aide de la décentralisation. Et ces problèmes, et M. Edan l'a bien souligné, ces problèmes concernent au premier chef les CTD qui doivent le prendre à bas le cordon. Il y a aussi l'action des communautés qui doivent être fortement formées, sensibilisées, pour qu'elles prennent conscience, non seulement de l'importance, mais que c'est la vie en dépend. La vie en dépend non seulement des mangroves, mais aussi du bassin du Nord. Il y a aussi les partenaires au développement qui doivent investir, qui doivent non seulement s'investir, mais aussi investir au niveau de la base, au niveau des OSC qui œuvrent notamment pour la suivi, pour, n'est-ce pas, le développement de ces zones. Et puis, je l'ai dit, comme l'autre l'a souligné, il y a les chefs traditionnels qui rentrent dans des communautés. Et il y a aussi vous, les médias, parce que vous avez aussi un rôle très important dans la communication, parce que moi j'ai suivi certaines de vos émissions ici, elles sont importantes sur la communication autour des mangroves. Donc c'est entendu. Une dernière prise de parole pour vous, notamment Jules Edan Evina, cadre communal de développement. Est-ce que des alternatives, notamment, ne seraient pas proposées à ces populations dans le cadre de la pêche? On parle de l'importance du repos biologique pour occuper cette période. Évidemment, parce que lorsque on parle de repos biologique, il y a beaucoup d'alternatives. Par exemple, je pense
comment dire, c'est-à-dire l'élevage des poissons hors sol, c'est-à-dire qui permet à ce que, n'est-ce pas, on puisse conserver les espaces maritimes, les espaces côtiers. Alors, merci pour cette dernière prise de parole qui clore cette émission de Twilight, édition de ce 23 juillet 2024. Mesdames, Messieurs, merci pour votre bien aimable attention. À vos chers panélistes, merci d'être venus participer à cette édition de Twilight. À nos équipes techniques et rédactionnelles, merci. C'était Twilight. Bonne suite de programme sur CRTV News.